Voilà, chers collègues, bonjour. Nous pouvons entamer notre commission conjointe de la Commission de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des hôpitaux universitaires, de la jeunesse, des maisons de justice et de la jeunesse et de la promotion de Bruxelles d'une part, Commission de l'enfance, de la santé, de la culture et des médias et des droits des femmes d'autre part, et enfin Commission de l'éducation de ce jeudi 9 novembre. Nous sommes réunis dans la continuité de nos auditions que nous avons menées il y a déjà un petit bout de temps en 2020, 21 et 22. Sur la santé mentale des jeunes et nous sommes ici pour visionner un documentaire, Tout va s'arranger ou pas, en présence du professeur Monsieur Luminet, qui est professeur donc à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'UC Louvain, et Monsieur Skonbrod, qui est réalisateur et qui va nous rejoindre dans quelques minutes, avec des jeunes qui pourront témoigner aussi et qui pourront participer à nos échanges en fin de documentaire. Je pense que nous avons fait le tour. Si vous avez des questions sur la matinée, c'est le moment. Sinon, je passe la parole à Monsieur Luminet, au professeur Luminet, pour nous introduire le documentaire. Et je vois que ça fonctionne. Je vous en prie, Monsieur Luminet. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. C'est un cadre nouveau peut-être pour présenter cette formule avec Pierre Skonbrod. Donc moi je suis enseignant, chercheur. J'ai été particulièrement interpellé en fait au début de l'année 2021 par la situation de la santé mentale des jeunes dans l'enseignement supérieur, puisque j'y suis et je voyais ce qui s'y passait. Et donc j'avais eu l'occasion à ce moment-là de mener une enquête en collaboration avec d'autres chercheurs de l'ULiège et de l'ULB sur la situation des jeunes de l'enseignement supérieur 18-25 ans, avec un volet santé mentale, avec aussi d'autres volets sur la précarité notamment, avec aussi des volets sur la manière dont les jeunes voyaient l'avenir. Et donc cette enquête, c'était vraiment un bouleversement pour moi, parce que même si je suis intéressé par les questions de santé mentale, c'était pas aussi central pour moi au moment où on a commencé cette enquête. Alors, premier élément, on a eu 25 000 étudiants qui ont répondu. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour nous, c'était déjà un fameux signe. 25 000 étudiants entre février et mars 2021 ont répondu à l'enquête. Non seulement ils ont répondu à l'enquête, mais ils ont écrit à la fin, on avait laissé une place libre pour des commentaires qu'ils souhaitaient ajouter. Les commentaires étaient encore plus émouvants, je dirais, que les chiffres en eux-mêmes. Et les chiffres en eux-mêmes, je vais vous en donner simplement deux, parce qu'ils sont suffisamment interpellants. C'était la question d'un niveau clinique d'anxiété et de dépression. On était à 50% d'étudiants avec un niveau clinique d'anxiété, 55% de dépression. Mais ça, c'est vraiment le niveau clinique. On a encore le niveau intermédiaire. Donc, si on regarde les choses dans l'autre sens, on avait seulement 20% des étudiants qui indiquaient n'avoir aucune problématique d'anxiété et de dépression en février-mars 2021. Donc, ces chiffres étaient très interpellants. Il y en avait d'autres. Il y avait aussi sur les idéations suicidaires, on avait des niveaux extrêmement élevés, même sur des aspects comme l'automutilation, qui est vraiment un signe extrêmement grave en termes de psychopathologie. Et donc, c'était vraiment bouleversant, je pense, de se rendre compte de ces résultats. On a pu faire un suivi en juillet. Évidemment, ce qui était compliqué, c'est que c'était après la session d'examen. Mais ce suivi en juillet montrait que la situation s'était à peine améliorée, alors que les conditions sanitaires s'étaient améliorées. Et en fait, c'est la démonstration de ce qu'on a déjà dit pendant la crise Covid, que le rebond au niveau de la santé mentale allait arriver après la fin de la crise sanitaire, parce que pendant la crise sanitaire, les gens ont tenu un certain temps, mais particulièrement chez les jeunes, notamment ce manque de contact pendant la crise a vraiment été quelque chose qui a cassé une dynamique essentielle en fait pour l'acquisition notamment d'un bien-être chez les jeunes. On sait que ces aspects de contacts sociaux sont vraiment essentiels. Donc la situation était vraiment très problématique. Et en fait, j'ai rencontré Pierre Skonbrod, qui va nous rejoindre dans un instant, à la fin de l'été 2021, quand il clôturait son documentaire, et il a eu l'occasion donc de m'interviewer pendant le documentaire.
Et puis d'emblée, en fait, j'ai trouvé intéressant de participer avec lui à des projections, en fait, du film. Alors lui en a fait beaucoup, beaucoup plus que moi. Moi, je l'ai accompagné surtout dans les universités. Donc, on est allé à Louvain-la-Neuve en décembre l'année dernière, on est allé à Mons, on va à l'ULB la semaine prochaine et on ira à l'ULiège au mois de février. Et à chaque fois, en fait, c'est le même constat. Beaucoup de jeunes qui sont présents. Au moment où le film se termine, on a décidé volontairement de ne pas commencer à intervenir comme expert, mais de donner le micro à la salle et de laisser tourner le micro dans la salle pendant les premières 45 minutes. Et à chaque fois, on a eu des commentaires vraiment édifiants. Je pense que la première chose qui a été dite, c'est « Ah, je ne suis pas seul, je me sens en confiance aussi ». Et ce sont des jeunes qui n'en avaient jamais parlé et qui se lèvent et qui expliquent en fait toute la difficulté et tout le mal-être qu'ils ont vécu pendant cette période. Et donc, il y a vraiment une libération de la parole, en fait, ce qui se passe à chaque fois dans ces exposés, et un sentiment aussi de bien-être, d'être avec d'autres pour pouvoir exposer toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et donc, pouvoir aussi proposer cette formule avec vous me semble intéressante. Hein. C'est l'idée, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Ce film montre des réalités, quelques chiffres, mais surtout des réalités. Je pense qu'il vous touchera, si j'en crois tous les gens qui ont vu le film avant. Après, évidemment, la question, c'est de savoir que faire, quelles actions sont possibles. Et donc, j'espère que dans le débat qui suivra, alors on pourra aller un petit peu plus loin sur certaines des questions qui se posent, et notamment la question des politiques de prévention de la santé mentale et de l'importance de cette prévention de la santé mentale face à la situation actuelle, qui reste en fait extrêmement préoccupante. Et par rapport à laquelle, je pense que si la Fédération Wallonie-Bruxelles prend des initiatives, ces initiatives auront un impact très certain, mais pas malheureusement sur le court terme. Hein. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut être clair que ces politiques de prévention vont prendre un certain temps à être appliquées, mais une fois qu'elles seront mises en place, elles vont avoir des effets extrêmement importants, et on pourra détailler ça peut-être après la séance. Je n'ai pas envie non plus de prendre trop de temps maintenant, je pense que c'est bien d'entrer dans le vif du sujet. Mais j'espère qu'on pourra avoir un échange riche sur ces questions. Moi, j'ai déjà constaté, en tout cas, de manière très positive, que l'intérêt pour la question de la santé mentale me semble présente dans tous les partis politiques, vu les nombreux échanges que j'ai eus depuis cette crise Covid. Et la question principale, pour moi, c'est entre la reconnaissance qu'il y a un problème, que faire pour que les choses aillent mieux. Ça, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on aura largement l'occasion d'en rediscuter. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les jeunes du film ont tenu, et c'est vraiment important, à être présents après pour vous montrer où ils en sont, parce que le film, il s'est terminé en 2021, et certains nous ont dit « oui, c'est un film sur le Covid, c'est fini, c'est passé ». Donc montrer la continuité avec ces jeunes. Elles ont décidé de ne pas venir maintenant, parce qu'elles ont déjà vu le film très souvent, elles se préparent dans une autre salle. Mais je pense que c'est important, on a fait cette expérience à Nivelles, en fait on a été invité par Infort Jeune Nivelles, et ça avait vraiment eu un impact très très fort de les voir maintenant et de constater aussi leur évolution en termes positifs, mais en termes aussi de difficultés. Donc après le film, on aura un petit moment où chacune lira un petit texte, et puis alors on pourra entamer la discussion et le débat. Donc, Olivier, je compte sur toi pour... Voilà. Merci. Oui. Donc, nous avons repris, je pense, la projection aussi. Voilà, donc nous nous sommes réinstallés. Je pense encore un petit peu sous le coup de l'émotion que le film a suscité. Et c'est vrai que... il est très, 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 très marquant, ce film. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi nos jeunes de nous avoir rejoints. Alors, on m'avait dit qu'il y avait Elena qui était là. Voilà, Elena. Et Saï. Merci beaucoup à Elena et Saï de nous avoir rejoints. Nous allons avoir un petit moment d'échange, mais je pense, professeur Luminet, que vous nous aviez annoncé qu'ils avaient d'abord un texte à nous lire, un petit témoignage
à nous faire. Monsieur Skonbrod qui est là aussi, qui est derrière la caméra, mais interviendra aussi lorsqu'il le souhaite. Vous, n'hésitez pas. On le fait de manière un petit peu spontanée. Je vous explique un petit peu ici. Donc, autour de la table, il y a toute une série de députés de différentes commissions qui ont participé en 2021 et 2022 à toute une série d'auditions sur la santé mentale des jeunes. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est parce que la problématique nous interpelle. Mais nous avons encore beaucoup de choses à apprendre des spécialistes et aussi des jeunes, de vous. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi, je pense. C'est pour nous éclairer un petit peu plus sur la situation. Et je vous remercie vraiment d'être là. Et je vous laisse alors la parole. Le micro est ici. Quand vous prenez la parole, vous appuyez là. Je vous appuie. Donc, je m'appelle Sai, je ne vais pas bien, je suis perdue et j'ai besoin d'aide. Voilà ce que j'aurais aimé dire il y a 3 ans. Et pourtant rien. Je me suis tue pendant longtemps sur l'état de ma santé mentale. Parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas à qui en parler, parce que personne n'en parlait. Alors j'ai joué à mon jeu préféré, faire semblant d'aller bien, pendant que la tempête ravageait tout dans ma tête. J'ai quand même essayé d'en parler. On m'a dit que c'était la crise d'adolescence et que ça allait passer, que ce n'était pas grave. Pourtant, si, c'était grave. J'avais envie de crever, j'avais envie de mourir et personne ne m'a écouté. Quand j'en ai enfin parlé, il était tard, presque trop tard. Je vous épargne les détails, mais j'ai enchaîné passage aux urgences, consultation chez les médecins et hospitalisation. J'en suis convaincue, si j'avais parlé et été entendue plus tôt, les choses n'auraient pas pris une telle ampleur. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour porter la voix de tous ceux qui se taisent. En libérant la parole autour de la santé mentale, on éviterait à de nombreux jeunes de sombrer. Cela rendrait la guérison moins longue et moins compliquée. Pour que la parole soit libérée, il y a des conditions, notamment d'être dans un cadre sécurisant et que les personnes adultes soient formées à recevoir cette parole. Parce qu'encore trop souvent, les problèmes de santé mentale sont stigmatisés et passés sous silence. Bientôt, nous allons voter pour la première fois et il est essentiel que la santé mentale des jeunes, et plus globalement les jeunes, soit une priorité. Merci, Sai. Léna poursuit. Avez-vous une idée de combien nous sommes ? Pour notre tranche d'âge, il n'existe pas d'indicateur précis, donc nous ne savons pas. Ce que l'on peut vous dire, c'est que selon l'enquête HBSC, 50% des jeunes souffrent de stress scolaire et 16,6% des élèves du 2e et 3e degré sont en risque de dépression, ce qui représente en gros 50 000 élèves pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais pour vous confronter à la réalité, je vais vous donner mon expérience personnelle. Dans ma classe, dans mon ancienne école, quand j'avais 15 ans, dans mon année sur 150 élèves, la moitié étant des filles, ce qui veut dire 75, nous étions au moins une dizaine en détresse psychologique. Cela fait 13% et je ne vous parle que de celles que je connais. Quand je cherchais une place en hôpital psychiatrique, malgré le fait que j'avais décompensé fortement, il était presque impossible de l'obtenir, car mon cas n'était pas assez grave. Et quand la place fut trouvée, j'ai subi des violences verbales d'une infirmière. Après cela, on m'a juste laissé chez moi avec un certificat médical. Savez-vous combien nous sommes chez nous avec un certificat médical dans cette situation ? La réponse est introuvable étant donné le manque d'indicateurs. Actuellement, il y a un nombre incalculable de jeunes en souffrance. Ceux-ci ne viennent plus à l'école, sont en décrochage et nous n'avons strictement aucune idée de combien ils sont. Ils ont pour certains disparu du système. Quant à nous, les jeunes sous certificats médicaux, nous ne sommes pas comptabilisés dans les chiffres du décrochage scolaire. Nous n'avons donc aucun accompagnement pour reprendre le chemin de l'école. Pour les travailleurs, nous connaissons le nombre en burn-out. Pour les jeunes, nous n'avons aucun réel indicateur de la détresse psychologique et des maladies psychiatriques dont ils souffrent. Nous avons besoin de ces indicateurs pour vous faire prendre conscience de ce problème de santé mentale chez les jeunes et pour pouvoir mettre des choses en place. Bientôt, nous allons voter pour la première fois. Il est essentiel que la santé mentale des jeunes et plus globalement les jeunes soit une priorité. Merci beaucoup, Elena. Chers collègues, je me tourne vers vous maintenant pour pouvoir avoir un échange que je veux, le plus convivial possible, le plus
comment dire, utile, puisque c'est un cri de détresse quand même qui nous est lancé, et je pense qu'il est de notre responsabilité de vraiment prendre la mesure de l'enjeu et de pouvoir établir alors dans notre travail des pistes de solutions. Je remercie aussi beaucoup le professeur Leminet de nous éclairer aussi peut-être des pistes qui sont possibles, de ce qu'il peut déjà nous apporter comme pistes de solutions pour pouvoir prendre à bras-le-corps cette problématique et la résoudre. Voilà. Je vous fais part aussi de mon émotion par rapport à tout ce que vous venez de dire aussi, et par rapport à ce film qui ne laisse pas indifférent. Et voilà, je laisse maintenant la parole peut-être à mes collègues pour voir si, ou bien, professeur Leminet, si vous avez quelque chose à ajouter maintenant, ou bien nous passons directement à l'échange. Moi, je pense qu'on peut considérer. Voilà. Alors, chers collègues, voilà, Monsieur Fontaine, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, merci à vous, Monsieur le Professeur, merci à vous, merci à Léna, à Saïd, je pense. Je ne vais pas être très très long, et je souligne en tout cas le mérite d'avoir pu tourner ce film, le mérite que vous avez d'être ici face à nous, en toute convivialité. Il ne faut pas vous embêter avec tout ce qui est autour. C'est une salle tout à fait normale et on va échanger de façon tout à fait normale. Moi, j'avais une seule question à vous poser pour l'instant, c'est comment allez-vous? C'est la même question. Voilà. Et je ne serai pas beaucoup plus long, je vous avais promis. Saïd? Moi, je peux parler pour ma part, ça va mieux. Je viens de commencer mes études. Je viens de rentrer en bac 1 et ça va mieux. Je suis encore suivie pour juste de l'anxiété, mais ça va. On s'en sort. Bah, moi, ça va. Je suis dans une chouette école, dans une option que j'aime bien. Et je n'ai pas beaucoup plus à dire, mais voilà. Monsieur Dalle a demandé la parole. Ben oui, donc Mathieu Dalle, je suis député du groupe Écolo, également assistant social de formation. Je veux dire que, voilà, dans les parlementaires, il y a des gens qui ont des formations très différentes. Il y a des gens qui ont fait le droit, qui ont fait Sciences Po. Il y a des enseignants, comme ma voisine. Ici, il y a des assistants sociaux. Donc voilà, je pense que ce Parlement est aussi, de manière imparfaite, le reflet de la société. Et en tout cas, moi, je voudrais vous dire merci pour ces témoignages. Merci à vous qui apparaissez dans le reportage. Merci à ceux qui l'ont réalisé et qui l'ont encadré. C'est vrai qu'on a l'image souvent d'un Parlement qui est froid, qui est peu perméable à ce qui se passe dans la société. Je pense que c'est un reproche qui est fait très souvent. Et donc, ici, pouvoir avoir ces témoignages qui sont projetés, c'est quelque chose de très intéressant. On est souvent très demandeur de chiffres pour pouvoir objectiver. C'est vrai que Léna, vous disiez, on a besoin d'indicateurs pour pouvoir mieux estimer. Et c'est vrai que c'est certainement un écueil que l'on a de faire des politiques sur les chiffres et les faits. Et ça manque parfois d'humanité et de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Donc ici, c'est vrai que pendant la crise Covid, dans ce Parlement, on a eu des débats sur ce que chacun pouvait constater autour de soi parmi les parlementaires, et puis ce qui revenait du terrain, c'était fait de manière empirique, hein, c'était sur base aussi de témoignages, et puis des chiffres sont venus quand même très rapidement. Il y avait une dame, je ne sais plus quel service elle dirigeait, je n'ai pas noté, mais elle disait ce reportage, enfin ce documentaire, ça aurait pu s'appeler liste d'attente. Et ces listes d'attente, c'était le premier indicateur qu'on a pu observer, et que ce soit dans les PMS, dans les services de guidance, chez les psychologues, dans l'aide à la jeunesse. C'est vrai que moi je suis plus attentif au secteur de l'aide à la jeunesse, et on voit qu'en fait, on était déjà conscient qu'il y avait une bombe à retardement qui était en train de se créer, et là elle explose plus que jamais aujourd'hui. On voit le manque de place d'accueil pour tous ces jeunes et puis toutes ces familles qui explosent. Moi, je dirais que ça fait du bien, mais néanmoins, on doit quand même avoir une analyse et porter des solutions qui peuvent être analysées peut-être de manière aussi le plus objective possible. Je pense que nous, notre rendez-vous en tant que parlementaires, c'est aussi
le prochain budget. Hein. On va discuter de savoir quel argent va où pour l'année prochaine. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans ces montants qui vont être affectés à l'aide à la jeunesse. Je pense que là, il y a une clause de rendez-vous qui est essentielle pour pouvoir améliorer les choses. On sait déjà que ça ne sera pas suffisant. Hein. Donc ça, malheureusement, et je suis le premier à le regretter, mais premier à l'assumer aussi, le fait qu'il y a des choix qui sont difficiles à faire en termes budgétaires. Mais néanmoins, moi, j'ai toujours cette volonté, et je pense elle est partagée par les collègues qui sont présents ici, en tout cas par tous les collègues présents. C'est vrai que nous sommes certainement ceux qui sommes le plus attentifs à ces questions. Mais peut-être pour une question, parce que au-delà de vous donner mon impression, j'ai aussi envie de pouvoir vous entendre plus précisément. Quel est l'élément, quel est le service, qu'est-ce qui aurait pu vous accrocher plus vite aux solutions, parce qu'il y a des solutions qui existent, des services qui existent. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? C'était la disponibilité des services? On parlait de liste d'attente. Est-ce que c'était l'information, savoir que ça existe? Est-ce que c'était une personne qui puisse vous accompagner directement en première ligne vers les services qui existent? Ou est-ce que le brouillard était tellement épais que, en fait, il n'y avait rien qui existait, en tout cas à vos yeux, à pouvoir saisir? Parce qu'on a besoin c'est des éléments qui sont aussi importants pour savoir comment nous, on peut orienter les choses et mieux organiser les choses. Parce que ici, vous avez des témoignages qui vous sont propres. Je veux aussi prévoir l'avenir, parce que des Léna, des Saï, il va encore en avoir à l'avenir. Et donc, moi, je voudrais vous remercier pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore vécu ce que vous avez vécu, mais malheureusement vont le vivre, et pour nous aider, en fait, à mieux organiser les choses pour les suivants. Soit vous avez envie de répondre tout de suite à l'action parce que vous avez un élément de réponse. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, parce que on peut continuer les échanges. Mais voilà, Allez alors, ça y est. Ok, ma réponse va peut-être pas être hyper précise, parce que ça me stresse un peu. Mais donc, je pense qu'il y a un peu un mélange de beaucoup de choses. Moi, pour ma part, je pense que ce qui a été vraiment compliqué, déjà, c'est le manque d'informations. Déjà, je pense que pour mes parents, ils se sont retrouvés avec un enfant qui va mal. Ils se sont retrouvés avec un enfant en danger. Et je pense qu'eux, ils savaient même pas quoi faire. Enfin, ils étaient perdus autant que moi. Ça veut dire qu'on a passé beaucoup de coups de fil et tout ça, et on ne sait pas ce qu'on doit faire, en fait. Et puis, moi, c'est comme ça que j'ai atterri. En passant plein de coups de fil, on nous a dit « allez aux urgences psychiatriques ». Donc, on a été là-bas, et là-bas, ils étaient en mode « on ne va pas savoir faire grand-chose non plus pour vous, là, maintenant ». Donc, à chaque fois, on est un peu envoyé au ping-pong pour, au final, être mis de nouveau sur des listes d'attente. Je pense que les listes d'attente, ça, c'est vraiment un gros problème. En même temps, j'en avais parlé déjà on avait été au Parlement il y a un peu moins d'1 an. Et je me souviens d'une phrase que j'avais dit, c'est en fait, il s'agit pas pourquoi les listes d'attente étaient aussi longues, mais pourquoi est-ce que autant de jeunes en arrivent à avoir besoin d'une prise en charge? C'est en fait, on attend trop parce que si on attend autant, d'office les jeunes, leur santé s'empire, et donc d'office ils ont besoin d'une prise en charge plus forte. Voilà, c'est à peu près ça. Merci, ça y est. Madame Chabert a demandé la parole, Monsieur Jensen, Monsieur Kerkhoff aussi après. Voilà, Madame Chabert. Merci. Mais je voulais vous remercier une fois encore, parce que j'étais là l'année dernière au Parlement bruxellois quand vous êtes venu, c'était au Parlement francophone, et donc c'est la deuxième fois que je revois le film, et voilà, c'est toujours aussi fort, et je vous remercie de faire ce travail d'accompagner le film, de venir parler. Je sais que vous le faites dans les lieux politiques, mais ailleurs, parce que je crois que la première chose à faire, c'est lever ce tabou qu'il y a autour de la santé mentale de manière générale dans la société, mais encore plus chez les jeunes.
encore plus chez les jeunes. Et depuis 1 an, alors je ne sais pas si ça va mieux, mais pour travailler sur ces questions-là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens-là, où on parle de la santé mentale des jeunes. Hier, j'étais au Grand Carme, non, c'est pas au Grand Carme, au Grand Hospice, pardon, à Bruxelles, où il y a toute la Ligue bruxelloise de santé mentale a fait un travail pendant 1 an avec des jeunes sur la question de la santé mentale, où il y a des paroles fortes. C'était un travail communautaire, collectif, et qui s'adresse à nous, comme vous le faites aujourd'hui, avec des recommandations, avec des demandes, avec des attentes. Donc je vous vraiment remercie pour le courage que vous avez eu de faire ce film, et de continuer, de l'accompagner, de venir nous parler. Et tu disais, t'es stressée, ça, et je pense Elena aussi. Bah ouais, on l'est tous aussi un peu stressés, c'est des sujets difficiles. Donc vraiment bravo, merci pour ça. Alors, vous avez des demandes fortes. On les entend, on les écoute, on essaye de travailler sur cette question du tabou de la santé mentale et de dire que ça doit être la priorité, en fait, parce que vous n'allez pas bien. Mais comme ça a été dit, demain, il y aura d'autres Sai, d'autres Elena, on le sait. Et en fait, c'est beaucoup de jeunes. Et donc, il faut, et tu viens de le dire en réponse, il faut de la prévention, en fait. Pourquoi, la question, tu l'as dit, pourquoi il y a autant de jeunes qui sont sur ces listes d'attente? Alors, c'est un puissant fond, donc il faut évidemment mettre beaucoup de choses sur la prévention et aussi sur la prise en charge, qui est beaucoup plus de places d'accueil dans les centres de santé mentale, dans les hôpitaux, etc. Alors on a fait un travail pendant plusieurs mois ici dans ce Parlement. Vous étiez venu dans l'autre Parlement bruxellois. Ici on a fait un travail pendant des mois où on a auditionné sur la question de la santé mentale des jeunes, et notamment plusieurs personnes qui sont dans le film, le docteur Mars, le docteur, je ne sais plus, celui qui est dans l'AMO là, à Bruxelles. Enfin, il y a quasiment un peu toutes les personnes qui sont dans le film ont été auditionnées. On a fait des recommandations politiques qui vont vers la prévention. Alors, la prévention, c'est quoi? C'est l'école. Ça a été dit plusieurs fois, l'école vous rend malade. Et donc, on doit travailler pour que l'école ne rende plus malade. Mais il y a la société aussi, il y a cette question du tabou, de la prévention. Donc, on a toute une liste de recommandations. Alors, ça va pas assez vite, ça va jamais assez vite, parce que vous, votre vie, c'est maintenant, votre jeunesse, c'est maintenant, et le temps politique est long et lent, et même pour nous, c'est frustrant, tu vois, mais bon, en tout cas, on y travaille, ça va pas assez vite, mais on va essayer de faire que ça aille plus vite, et puis voilà, en fait, c'est juste ça que j'ai envie de vous dire. En fait, non, j'aurais envie de vous dire plein de choses. Mais donc, oui, il faut vraiment travailler sur la prévention, sur la question de l'école, et puis aussi sur la prise en charge. C'est toute la question de la santé mentale, que ce soit dans les services de santé mentale, dans les services de guidance, dans les AMO, tous les gens que vous croisez dans vos vies, et surtout pour sortir de l'isolement et avoir beaucoup plus d'espace d'échange, en fait, dans l'école, mais dans les milieux extrascolaires. Je pense que c'est super important, les activités, les milieux culturels aussi. Bernard DeVos disait on doit faire rentrer la culture, les artistes, les gens, les citoyens, les gens impliqués dans la vraie vie, pas que la vie de l'école, dans l'école, pour justement avoir une approche collective. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'on doit encore plus travailler. Mais en tout cas, merci d'être venu encore aujourd'hui. Nous avons une troisième jeune qui nous a rejoint, bienvenue aussi. Donc vous prenez la parole si vous voulez, quand vous voulez, pour intervenir. Voilà, oui, allez-y. Oui. Accompagne le... Mais en gros, je suis l'artiste qui accompagne le projet. Et voilà, moi je vais aussi... Et comme tout artiste, elle arrive en retard. Non, c'est parce que c'est la grève des trains. Mais... Je peux pas. Voilà. Donc, je continue à passer la parole aux députés, mais vous intervenez... Ah, ok. Voilà. Mais moi, je travaille avec... beaucoup de jeunes aussi, parce que du coup je donne des ateliers d'écriture sur la sensibilisation au fait d'aller mal. Et en fait, ce qui revient énormément et ce qui est super triste, c'est le fait que les jeunes pensent que c'est grave d'aller pas bien, en fait. Et genre, c'est vraiment... c'est comme si c'était pas normal, qu'on devait être heureux quoi qu'il arrive, et que genre les adultes... Et je pense qu'il y a une notion où on devrait vraiment rééduquer les adultes par rapport aux enfants, parce que pour que nous, enfants, on comprenne qu'on peut aller mal, il faut qu'on voie aussi des adultes, parce que
les adultes, c'est l'exemple. Mais si on est tout le temps face à des adultes qui sont comme des rocs et qui montrent aucune émotion et qui sont là, on doit faire ça, on doit faire dans la productivité, on doit faire, ben nous, on pense qu'à ça. Et en fait, on oublie d'être. Et il y a une notion aussi de rapport entre l'enfant et l'adulte où ben, on a le droit, en tant que, comme ici, du jeune et adulte, de se parler, de se dire ben, nous aussi on va pas bien, vous aussi vous avez été enfant, vous avez eu des chagrins d'amour, vous avez eu du mal à l'école. Enfin, et il y a cette notion de rapport de force qui est là, alors que je trouve qu'il n'est pas vraiment nécessaire et qui crée du coup en nous ce droit de se dire ben, non en fait, genre quand on rentre de l'école et qu'on vient de vivre une journée super difficile, on se voit pas, très peu d'enfants je pense vont devant leurs parents dire non aujourd'hui ça a pas été, je me sens pas bien, ça s'est pas bien passé quoi. Comme aucun adulte ne rentrerait d'une journée dire à son enfant non moi aujourd'hui au travail ça a pas été, alors qu'ils pourraient se poser tous les deux et se dire ben moi non plus ma journée ça a pas été et en parler en fait. Et c'est ça que je trouve hyper dommage et qui devrait être hyper déconstruit, c'est cette notion de force où en fait qu'on soit adulte, vieux, enfant, bébé, qu'on sache parler ou pas, il y a cette notion où on est tous des humains, on va tous mal et c'est ok, et on devrait, cette notion de pleurer aussi qui est hyper tabou alors qu'il devrait pas l'être, enfin voilà, je pense qu'on doit rééduquer tout, désolé hein, on doit rééduquer tout le système quoi, et voilà, c'est mon petit mot d'arrivée. Mais en tout cas, merci Coco d'être là, merci d'être l'accompagnatrice de ces jeunes. Monsieur Janssen. Merci, Madame Delporte. Et merci à Saïlena et à Pincée de Coco pour votre présence, pour ce que vous avez fait là. Aussi, dans les mots que vous avez adressés, donc il y a quelques minutes, moi, une première question que je me posais, c'est, vous disiez, si j'avais pu être entendu, à qui est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier, ou est-ce que vous voulez dire par là, si la société m'avait entendu, comment est-ce que vous pensez que la société pourrait s'organiser pour mieux donner aux jeunes le sentiment d'être entendus. Concrètement, comment est-ce que vous voyez ça? Et ça, c'est la première question. Si je peux en poser une deuxième, c'est à la fin du documentaire se pose la question du sens. Je ne sais plus exactement, c'était toi aussi. Il disait comment donner du sens à ma vie. Et mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu as des réponses? Comment évolue cette réflexion? Et là aussi, comment est-ce que la société pourrait agir, comment est-ce que nous, politiques, ou comment est-ce que la société de manière générale pourrait faire en sorte que les jeunes trouvent plus facilement les manières de donner du sens à leur vie? Comment est-ce qu'on peut aider? Parce que c'est une question, je pense, qu'on se pose tous, et on aimerait tous tellement pouvoir aider ceux qui se la posent à la trouver, évidemment. Oui, Saï. Donc pour répondre à votre première question par rapport à qui, quand je parle d'être entendu, en fait je parle un peu et de personnes en particulier et de la société en général. Je pense aux personnes en particulier, par exemple, quand j'ai demandé déjà mes parents, bon après je leur en veux pas parce que je pensais qu'ils étaient juste pas informés, mais déjà c'était fort minimisé. Puis quand on a décidé à m'envoyer voir une première psychologue, c'était pas la meilleure quoi. Elle a préféré, donc je lui racontais que ça allait pas bien et que j'avais vraiment des pensées très sombres, et elle a préféré me parler elle m'a fait et depuis combien de temps savez-vous que vous aimez les femmes? Elle a préféré de me parler de mon homosexualité alors que je lui parlais d'un profond mal-être. Ça c'est quelque chose de totalement, je sais même pas si déplacé c'est le mot, mais genre ça n'a aucun sens. Donc déjà il y a des professionnels qui sont pas hyper formés, je pense. Et sinon, ouais, la société en général, en fait, j'ai l'impression que quand on va mal et qu'on appelle à l'aide, c'est un peu genre crier au milieu d'une forêt vide, quoi. Genre, tu cries, mais t'es pas. Il y a quoi? Il y a un hibou qui t'entend, et le hibou, il va rien faire. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vis. Et sinon, pour la deuxième question qui m'est sortie de la tête. Par rapport au sens. Oui, par rapport au sens. C'est un truc qui m'a beaucoup travaillé quand j'étais pas bien, le sens. J'ai toujours un peu du mal avec cette question, mais pour vous expliquer, en fait, je viens de commencer mes études pour faire éducateur spécialisé, et donc moi, en fait, c'est ma façon de donner du sens, parce que je me dis, au moins toutes les galères que j'ai vécues, je vais y donner un sens en me disant, maintenant je l'ai vécu, donc je vais pouvoir aider des gens qui vivent ça. Donc moi, c'est ma manière à moi d'avoir trouvé du sens à ça. Après, les questions de sens, c'est vraiment compliqué. C'est très... voilà.
Voilà, merci. Monsieur Kerkhoff? Oui, merci. J'avais une réflexion très générale et puis deux questions, une pour le professeur Luminet et une pour les jeunes en fait. Réflexion générale, quand je regardais le film, je me disais, évidemment, il ne faut pas minimiser le Covid, qui a été pour tout le monde, mais plus encore pour les jeunes, quelque chose d'assez dramatique. Le confinement, c'est vrai qu'on n'est pas fait pour ça, on est des êtres sociaux. Mais j'ai quand même l'impression qu'une telle détresse est causée par quelque chose de plus profond encore que le Covid. Et j'ai l'impression que le Covid a été plutôt un élément déclencheur qu'un élément, la cause en tant que telle. Voilà, c'est un long débat, un débat compliqué. Moi, je pense que l'absence de perspective devant lequel se trouve un peu notre monde, notre société et les difficultés vers lesquelles on nous annonce en permanence qu'on va. Je veux dire, on a affaire à des jeunes qui sont nés là-dedans, en fait, qui n'ont jamais entendu parler que des problèmes. Et donc je pense que ça nécessite une réflexion, à mon avis, profonde sur les ruptures nécessaires pour le monde. Je ne veux pas développer davantage ici, parce que, voilà, mais je pense vraiment que c'est un élément important et qu'on a ici affaire à des symptômes, en fait, de quelque chose qui sont plus profonds. Donc j'ai quand même, alors, question pour le professeur Luminet, le film est terminé en 2022, donc il y a une année, donc entre-temps les choses ont évolué, j'espère dans le bon sens, j'entends des jeunes qui disent on va quand même mieux, bon, mais donc, comme situation globale, où est-ce qu'on en est maintenant? Ça, c'est un peu ma question. Je me doute bien que vous n'allez pas nous dire tout va très bien et il y a plus. Mais voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on voit quand même des évolutions positives? Est-ce qu'au contraire, sur le long terme, il y a des choses qui doivent se mettre en place? Voilà, ça c'est un peu ma question. Et alors pour les jeunes, il y aurait plein de choses à dire, mais certaines ont déjà été dites par les collègues. Hein. Je voulais aussi demander comment vous alliez, etc. Mais bon, ça a été fait. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu à ce moment-là? Mais ça a été fait. Mais moi, j'ai quelque chose qui m'interpelle dans le reportage, c'est qu'à plusieurs moments, on parle de l'école comme d'un... Alors, c'est certainement pas le facteur déclenchant non plus, mais c'est un facteur de stress très important. Beaucoup de jeunes ont peur, vous ne voulez pas retourner à l'école. Beaucoup de jeunes font des reproches tout à fait fondé, tout à fait, enfin, en tout cas, qu'on doit entendre par rapport à l'école. Alors, j'ai une question toute belle et toute naïve. Pour vous, l'école idéale, ce serait quoi? Comment vous rêveriez l'école Voilà, je ne vais pas le dire autrement. Vous répondez tout de suite ou Monsieur Luminet commence et puis vous réfléchissez comme vous voulez, hein, si vous êtes très... Ah. Moi, je pense que c'est un espace de partage, en fait. C'est d'office, on apprend et on ne doit pas oublier cette notion d'enseignement. Mais je pense qu'on n'a jamais été, rencontrer un inconnu dans la rue, s'asseoir sur un banc à côté d'une personne âgée, commencer à parler avec elle. T'as eu 1 heure de cours, tu vois. Et c'est pas en soi, oui. Et le truc, c'est que je pense que honnêtement, il y a cette notion de partage et d'être ensemble, parce qu'il y a encore ce rapport de force, en fait. Et le truc, c'est que je pense que ce serait un endroit où plein de gens sont là pour partager ce qu'ils savent, leurs connaissances, et c'est tout. Et on s'apprend comme ça. Enfin, en vrai, c'est simple et c'est pas si compliqué que ça. D'office, il y a des règles de vie communautaires qui doivent être là et qui sont ok. Mais je pense que c'est pas une personne qui doit être là et 30 élèves dans une pièce assis sur une chaise pendant 8 heures à écouter une personne raconter ce qu'on lui a dit de raconter, en fait. Parce qu'il y a même cette notion de... par exemple, les écoles, quand elles invitent des PMS ou des ASBL à venir partager des projets, je sais que c'est les moments préférés à l'école. Parce que là, c'est des gens passionnés qui viennent apporter et partager ce qu'ils font. Et là, d'office, tous les élèves, ils sont motivés. Parce que c'est des gens qui viennent partager leur passion. Et c'est super intéressant. Et pour avoir essayé d'avoir retourné à l'école, ce qui n'a pas vraiment fonctionné, je sais que moi j'ai besoin et je pense qu'on est des milliers comme ça, on a besoin de passion, on a besoin de savoir que la personne, elle veut nous transmettre quelque chose, au-delà de nous apprendre et déjà vos histoires de bulletins et tout, je pense que c'est pas vraiment la meilleure des solutions au monde. Après... Je t'interromps parce que ce serait intéressant que tu expliques pourquoi ça a été compliqué ce retour à l'école qui finalement ne s'est pas fait.
Ben, je ne rentre pas vachement dans les cases. Bon, voilà. déjà, globalement. Moi, j'ai arrêté l'école pendant 1 an parce que j'étais à l'hôpital l'année passée. Ça a été super dur et j'ai voulu retourner à l'école notamment pour retrouver un statut au CPS. Voilà, parce que administrativement, c'est très, très chaud. Et le truc, c'est que quand j'ai voulu retourner, j'ai expliqué, donc j'ai essayé de trouver une école spéciale. Et j'ai expliqué mon problème en disant que moi, je voulais apprendre, que je voulais essayer, sauf que je n'arrivais pas à trouver un rythme et je n'arrivais pas à faire 8 heures, 16 heures assis sur une chaise sans bouger, en sachant que je suis hyper actif et que j'ai besoin, en fait, de bouger. Et j'ai été très claire sur mes demandes, sur mes besoins, sur mes difficultés, ce que très peu de jeunes sont capables de reconnaître. Très peu de jeunes sont capables de savoir quelles sont leurs difficultés. Et moi, je suis arrivée avec tout ça très, très clair. Et ils m'ont dit... Ok, on va faire une semaine d'essai, mais avant de t'aider, avant de te mettre un horaire adapté ou te trouver ce qui te convient, tu dois d'abord essayer de rentrer dans les normes. Donc on est d'accord de t'aider et on est d'accord d'écouter ce que tu nous proposes, mais d'abord tu dois être capable de faire une semaine comme tous les élèves. Et peut-être qu'en fait, on pourra t'aider. Donc au final, ils m'ont retourné le cerveau. Mais moi, j'ai voulu y croire parce que je suis naïve et que je suis une enfant et que je voulais quand même essayer de rentrer dans les normes. Et du coup, j'ai essayé d'y aller. Sauf que bien sûr, j'y arrivais pas parce que tu peux pas du jour au lendemain. Et en fait, il y a un truc où c'est pas ok en fait ça a été hyper violent pour moi parce que du coup, je me suis retrouvée dans un truc où moi, là, maintenant, je me regarde dans le miroir en me disant que je suis pas normale et que je suis folle et que je suis incapable de vivre comme les autres parce que je suis pas capable de faire 8 heures assis sur une chaise comme les autres et que je suis pas capable de me réveiller à 7 heures du matin pour aller à l'école. Et genre, le truc, c'est que eux m'ont dit que, enfin, c'est pas ok de croire qu'il n'y a pas d'autre solution que ça. Vous voyez, moi je suis à côté de ça, je suis une artiste, je fais des grandes choses, j'aide blindé de gens, je suis inspirée par plein de choses, j'apprends plein de choses, mais parce que je suis pas capable de faire 8 heures sur une putain de chaise, j'arrive pas à me regarder dans le glace en me disant que je suis comme les autres. Et c'est pas ok du tout, et c'est grave pas ok, et je défends ça autant que vous voulez, mais moi je suis pas au clair, et je sais le nombre de jeunes qui ont pas cette clairvoyance et qui sont bousillés et qui sont détruits par leurs parents, qui leurs proches, parce que bien sûr les gens ils sont là, ah mais tu vas pas à l'école et tu fais quoi alors? Non mais il y a tellement, enfin je trouve ça, des gens arrivent à rentrer dans le système scolaire et tant mieux pour eux, mais pour ceux qui n'y arrivent pas, je pense qu'on devrait même dire cette notion que l'école c'est pas toute la vie en fait. Il n'y a pas que ça, il y a tellement de choses, beaucoup plus que l'école, et ça on n'en parle pas, et ça je pense que si on m'en aurait parlé étant plus jeune, j'aurais pas eu toute cette difficulté là parce que pensez à l'estime qu'on a de nous-mêmes en tant que jeunes, de se dire, enfin moi j'ai plus d'estime de moi. Moi je vous avoue, là ça fait 1 mois je suis au PLS parce que pour moi je suis une grosse merde, clairement, parce que j'ai pas réussi à rentrer dans les règles alors qu'ils étaient prêts à m'aider et que moi je suis arrivée, je voulais y arriver. Et voilà, je pense qu'il y a une notion de normes et je pense pas qu'on peut réinventer le système. Enfin si, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, mais je pense aussi qu'il faut dire à ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans le système que c'est ok et qu'il y a d'autres solutions, et c'est plus les autres solutions qui sont graves, parce que là ça fait des mois que moi et Pierre on est comme des acharnés à essayer de me trouver vous vous rendez compte? Non mais je suis pas si bizarre que ça et il y a pas un truc qui me correspond, enfin c'est grave quand même, et on a parcouru tout Bruxelles, enfin non mais vous savez le nombre de rendez-vous qu'on a eu ces derniers temps pour essayer de trouver un espace qui pourrait me convenir, parce que moi j'ai encore envie d'apprendre, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le monde du travail, j'ai envie d'apprendre, mais j'ai 18 ans et que je suis remplie d'hyperactivité, de plein de soucis, et qui ne rentrent pas dans les cases et les normes du scolaire. Ah ben là ça fait 3 mois que je suis dans le rien et que je touche pas d'argent du coup aussi parce que c'est la merde, et il y a tout ça et c'est pas ok et personne n'en parle, et c'est pas normal. Enfin, et le pire c'est que vous savez ce qui me rend le plus triste, c'est de me dire qu'on est des milliers de jeunes à ressentir ça. Et c'est vraiment pas ok du tout. Voilà. Et du coup, l'école idéale, c'est tellement plus simple que tout ce qu'on fait là maintenant. Parce qu'en vrai, c'est juste des gens. Vous voyez, là, on s'est rencontrés, on parle. Ah ben, je pense qu'on va tous sortir d'ici plus enseignés qu'avant qu'on soit rentrés. Et on n'a pas été à l'école. Voilà. Merci Coco. Bah, cette réflexion sur les normes. Très intéressante, merci. Nous aurons effectivement appris pas mal de choses en sortant d'ici, ça je peux l'assurer. Monsieur le professeur Luminet, je pense que vous pouvez répondre à la... J'aimerais bien aussi entendre les autres. Ah oui, vous avez aussi quelque chose à ajouter? Moi je veux bien, mais avant je voulais revenir sur, vous aviez parlé du Covid, et oui tout à fait, c'est pas du tout le Covid qui a créé ça, je pense
on en parle quand même aussi dans le film. Mais c'est pas du tout le Covid qui a créé ces problèmes. En fait, c'est même pas le Covid en général, c'est le Covid a créé des problèmes dans la société, tout a fermé, on a été isolés et tout ça. Donc, les jeunes qui se sentent déjà mal avant, se sont retrouvés isolés, ce qui a, envenimé la situation. Donc, c'est pas le Covid, la maladie, c'est les conséquences du Covid, donc tout ce qui est isolement, confinement et tout ça, qui ont vraiment eu un gros impact je sais pas comment dire, c'est comme si on laissait pourrir une situation, quoi. Ça stagne. Voilà, c'est là-dessus que je voulais revenir. Et sinon, pour l'école idéale, je rejoins très fort ce que dit Coco. Mais sinon, juste ne plus avoir un aussi gros rapport de force avec les professeurs. Enfin, c'est des profs, c'est pas des... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. On a l'impression qu'ils savent tout, qu'on peut rien dire. Moi, est-ce que vous avez déjà essayé de débattre avec un professeur de secondaire? Est-ce que vous pensez que c'est possible de donner son avis à un professeur de secondaire? Absolument pas. Voilà, donc rien que ça, juste si on pouvait avoir pas ce rapport de force et si on pouvait juste se poser comme... qu'on nous considère pas comme des petits-enfants, on est des personnes, qu'on nous considère juste comme une personne, ce professeur est une personne, et que ces personnes puissent rentrer en relation sans que ce soit un combat, en fait. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Elena? Moi je pense une école idéale c'est super compliqué en fait, mais déjà je rejoins ce que Sai et Coco ont dit, mais l'école c'est un peu c'est carrément le reflet de la société même, et on est toujours poussé à faire mieux que ce qu'on fait, c'est jamais assez bien. Et il y a aussi tout ce rapport au point, à la compétition et tout qui devrait complètement disparaître, parce que le stress scolaire ça vient de là aussi, et l'école c'est censé être un lieu où on est bien, où par exemple des jeunes où ça va pas à la maison, ils pourraient aller à l'école et ce soit un repos pour eux, pas qu'on leur dise 4 interros aujourd'hui et si t'es moins bon que les autres tu peux partir. Et aussi je pense qu'il faut inclure des cours d'art dans l'école, peu importe l'art, que ce soit l'art de la parole, l'art plastique et tout, parce que c'est un moyen de s'exprimer, et moi c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et j'ai l'impression que les profs d'art sont plus ouverts à d'autres techniques d'apprentissage aussi. Et donc, voilà. Oui. Après, vous allez rebondir, je pose. Juste pour préciser que ce n'est pas un manque d'intérêt, mais Gaëtan et moi-même, on va devoir vous quitter. Un grand merci pour vos témoignages, un grand merci, monsieur le professeur. Mais on vous laisse en compagnie de collègues, et Delphine nous représente parce qu'on est attendu pour d'autres auditions à Namur à 13h. Et donc, il va falloir déjà bomber, et on aime respecter les limitations de vitesse. Donc, merci à vous en tout cas, et bonne continuation. Vous m'excuserez aussi là-bas. Juste, Madame Borsu, est-ce que c'est juste pour rebondir ici, avant de donner la parole au professeur Luminet? Ça a peut-être effectivement un peu de sens, parce qu'en fait, toutes mes questions portaient sur l'école, et donc du coup, comme la question a été posée, je me dis que c'est peut-être mieux que ça se fasse un petit package sur l'école. Merci de ce que vous dites de l'école idéale. Ça a l'air un peu bête, mais je suis un peu émue, parce que j'ai été 18 ans prof. Et donc, en fait, vous entendre, ça remue. Alors, oui, l'école, ça doit être un endroit de vie, en fait, évidemment. Sinon, elle ne peut pas être porteuse de sens si elle n'est pas un lieu de vie. Mais donc, du coup, j'avais des questions plus précises. Je vais plutôt être là-dessus, parce que comme ça, je vais un peu lâcher l'émotion. Est-ce qu'il y a eu dans vos parcours de sortie d'école et de... Est-ce que vous êtes retourné, si vous êtes retourné à l'école, dans la même école? Est-ce que quand vous avez été écarté de l'école, est-ce que vous avez eu des liens avec l'école? Est-ce que l'école a pris des nouvelles? Est-ce que ça s'est fait de manière... Est-ce que... Oui ou pas? Si ça s'est fait, est-ce que de manière institutionnelle, par exemple via des éducateurs? Est-ce qu'il y a même eu un lien? Alors, peut-être que pas. Et si pas, est-ce que ça aurait aidé aussi un lien de savoir, qui passe aussi peut-être par le savoir, mais qui n'ont pas, qui serait juste de partage de certaines activités qui sont passées dans le groupe LAS dans lequel vous étiez, de certains projets qui se sont passés, parce que ça ne doit pas être avoir des copies de cours pour les suivre, ça évidemment ça n'a aucun sens, mais qui fasse
un lien de sens en fait entre ce lieu-là et le lieu où vous êtes pour vous reconstruire, vous soigner. Enfin voilà, et est-ce que ça aurait que l'école ne soit pas complètement séparée et qu'elle puisse faire lien avec vous, quoi. Donc voilà, je voulais savoir si des liens avaient existé de ce genre-là. Et effectivement aussi, dans votre questionnement de sens, vous avez répondu en fait à cette question. Je voulais vous demander si le fait d'avoir des projets qui sont effectivement des projets artistiques ou qui sont des projets où le savoir a du sens parce qu'il se met en lien aurait aussi été des accroches avec l'école. Voilà, mais bon, c'était donc des questions plus précises sur l'école. Merci. Donc, sur le maintien du lien pendant le décrochage. Bon, du coup, déjà, moi, j'ai fait 3 écoles différentes et je suis qu'en 5e. Donc, voilà. Ma première école, j'ai fait 3 ans là-bas et c'était une école assez élitiste. Enfin, j'ai fait latin et tout, normal, quoi. Mais je me posais pas plus de questions que ça. Puis, j'ai changé parce que je voulais aller faire plus de l'art, quoi. Et du coup, je suis allée dans une autre école qui proposait une section théâtre. Je suis restée 1 an, mais je m'entendais pas trop avec les gens. Donc là, je suis dans une autre école qui est purement artistique. Et quand j'ai décroché du coup de l'école, ceux qui sont restés, parce que mon option artistique elle est avec une académie, et ceux qui sont restés en contact avec moi, c'était tous les profs de l'académie qui m'envoyaient des messages, qui m'ont aidé à faire des projets, et même maintenant c'est toujours mes profs. Et quand j'avais arrêté d'aller à l'école pendant 6 mois, je crois, à la fin de l'année j'avais quand même présenté un projet en théâtre parce que ils voulaient pas me laisser tomber. Et effectivement, moi, ça m'a beaucoup aidé à trouver un sens. Enfin, bon, après, vivre de l'art, c'est un peu compliqué, mais surtout dans le milieu des comédiens, etc. Mais franchement, c'est beaucoup plus humain comme cours. Enfin, c'est vraiment, on se met au service de l'autre en fait, et on peut pas faire du théâtre sans penser à la communauté. Et du coup, ça change des cours où pendant 3 ans, j'étais en latin et je devais avoir les meilleures notes, quoi. Et puis maintenant, je suis notée avec des couleurs sur mes compétences théâtrales. Donc voilà. Si, oui. Moi, j'étais dans une école donc pendant le film, quand ça a été tourné. C'était Mareto en fait. Et j'ai fait la rentrée en septembre, j'ai fait le début du mois d'octobre, et puis plus possible de venir. J'étais sous certificat. Des nouvelles, des gens qui ont pris des nouvelles, même les gens de ma classe, ils en avaient rien à faire de moi, donc non. Les profs, pas plus. J'avais quand même une éducatrice sympa qui m'a... c'est plus moi qui l'appelais, mais bon, elle était contente de répondre, je pense. Enfin, ça allait. Au moins, elle était là. Mais sinon, prendre des nouvelles, non. Après, j'ai quand même réussi Mareto, parce qu'il y avait l'école de l'hôpital avec des profs incroyables qui étaient vraiment bien. Et en fait, mon école, c'était assez compliqué, mais ils arrivaient. Le directeur de l'école de l'hôpital a dû un peu se battre, mais ils ont réussi à lui envoyer tous les cours que je devais faire pour la fin de l'année pour passer mon CESS. Et donc, grâce au directeur de l'école du domaine de l'hôpital, j'ai réussi à avoir mes cours. Mais disons que l'école n'était pas... il a quand même vachement dû leur courir après, juste pour avoir... Après, je ne peux pas généraliser tous les profs. J'ai vraiment des profs qui... je pense à ma titulaire, qui avait même... je ne sais plus, pour mon anniversaire, qui avait fait une carte et qui avait fait signer tous les élèves de la classe. Et c'était vraiment une gentille prof. Mais la majorité, voilà, quoi. Moi, je peux juste rebondir 2 secondes. Moi, j'ai fait 6 écoles différentes, je pense, secondaires. Bon, 5. C'est un peu tous le même schéma, on va pas se mentir. Le truc, c'est que il y a toujours un ou une prof ou un éducateur qui a cette humanité, avec qui est touché par ton histoire. Et donc, je pense que dans toutes les écoles, il y a toujours une personne avec qui tu connectes ou avec qui tu as ce lien. Moi, c'est ce qui m'a permis de tenir pendant toutes ces années scolaires, c'est que j'ai toujours réussi à trouver une personne, genre une référence dans ces trucs, mais cette personne se mettait en danger, par exemple, par rapport au fait que du coup, on était
proches. On n'était pas, enfin c'était pas bizarre quoi, mais c'est juste que vu qu'elle était touchée par ma situation, genre il y avait un truc de ouais mais enfin c'était comme si c'était bizarre en fait, le fait qu'elles veulent m'aider. Genre cette notion de c'est pas professionnel ou je sais pas trop quoi. Ben moi j'ai eu la même chose, mes 2 dernières années d'école, c'était dans une école avec une option théâtre aussi, art de la parole. Et en fait, bon j'ai eu de la chance, c'était des amours, c'était une bonne école. Enfin voilà, bon mais il y avait aussi ce truc de, je parlais avec les éducateurs avec qui j'avais formé un très grand lien et en fait ils étaient eux-mêmes, enfin vous avez trouvé ça dingue, mais eux-mêmes me disaient que j'étais pas faite pour l'école et qu'en fait eux voulaient m'aider, mais ils étaient tenus par un système qui pouvait pas contredire ce que je comprends. Et c'est là en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'en voulais même pas à l'école en fait. Genre vraiment, genre parce que j'étais très proche de cette école, qui m'ont beaucoup aidé parce que moi ça allait pas chez moi et donc genre mon coin de refuge c'était un peu l'école et du coup c'était super dur de me dire que le seul endroit où je pouvais me réfugier, bah je me sentais pas bien parce qu'en fait je n'arrivais pas à rentrer dans leur case, mais alors que ça devait, enfin c'était tout un truc comme ça. Et en fait je pense que ce lien, on est humain, donc on l'a normalement, et d'office avec des gens tu l'as. Le truc c'est que certains le bloquent et l'oublient parce qu'ils peuvent pas. Déjà quand tu dois t'occuper de, je pense aux profs qui rentrent en classe et qui disent vous êtes la 8e classe que j'ai dû corriger les copies. Enfin normal, t'as pas envie de créer du lien avec tes élèves, t'as 8 classes de 30 personnes, t'imagines ça fait genre je sais pas 300 personnes à gérer, t'as pas envie de faire un lien avec 300 personnes, ce que je comprends, mais il y a cette notion d'humanité où vous revient avec les liens, où moi j'ai croisé quelques personnes dans ces écoles qui y a eu blindé d'humains et ça a été qui ont envoyé à l'hôpital, qui ont pu nous aider et tout, mais je pense que eux-mêmes en fait genre bon j'ai fait un travail de sagesse dans ma tête, mais je pense qu'on peut même pas en vouloir aux profs parce que eux-mêmes le fait d'avoir été à l'hôpital avec des profs qui ont pris le temps avec nous, et je me disais putain mais c'est incroyable de se dire que tu peux tellement apprendre avec une personne qui t'explique et qui te donne l'attention, mais c'est normal en tant que prof de pas réussir à y mettre un lien. Et je pense que nous, le truc c'est que nous on le comprend pas en fait. Nous, on comprend pas qu'ils sont dans cette difficulté-là aussi. Et donc, je pense qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de s'informer de l'autre, tu vois. Eux ne savent pas ce que nous, on attend. C'est question de besoin, en fait. Vous voyez? Et du coup, je pense mais c'est hyper important. Et oui, il y a certaines personnes, il y a ces profs qui font la différence dans les écoles et qui changent la vie des jeunes. Et que je pense que si on mettrait plus en avant le relationnel ou dans les écoles, remettre beaucoup plus en avant des cercles de parole, des sensibilisations, des psychologues, je sais pas, il y a tellement de réformes qu'on pourrait mettre pour vraiment mettre en avant des cours sur la gestion d'émotions, enfin je sais pas, plein de trucs, de l'estime de soi, enfin il y a plein de choses qu'on pourrait taffer et des personnes référentes dans les écoles ou dans les classes, je sais pas, pour justement garder ce lien-là que les profs, eux, ne peuvent pas faire malheureusement parce que c'est leur travail déjà leur demande énormément d'émotions quoi. Ouais. Voilà. Merci. Professeur Luminet, peut-être par rapport à la question où on en est maintenant? Oui, donc par rapport à où on en est, donc je vous ai rappelé en introduction qu'une grande enquête avait été menée au début de l'année 2021 et la Fédération Wallonie-Bruxelles était vraiment innovatrice parce qu'à ce moment-là, c'est le premier moment où on a commencé à entendre des échos de la détresse des jeunes au niveau international. Donc ces études ont vraiment recueilli beaucoup d'attention à ce moment-là si on observe aussi la situation en Belgique, en fait, la Flandre n'avait rien fait à ce moment-là. Et donc, il y a eu une interpellation nationale. Je pense que nos résultats sont sortis. Et maintenant, au niveau flamand, il y a un moniteur et un baromètre de la santé mentale des jeunes qui a été mis en place. Et donc, ici, en fait, du côté francophone, la difficulté, c'est qu'on a des indicateurs partiels, en fait. Donc, on a toute une série d'études dans lesquelles on peut distinguer les plus jeunes par rapport à l'ensemble de la population. Donc, il y a des enquêtes de Ciensano, les mutualités chrétiennes, Solidaris, des écoles de santé publique publient de manière régulière des indicateurs de la santé mentale, mais beaucoup plus larges. Et donc, le problème, évidemment, c'est la comparabilité. Et donc, je pense qu'on a vraiment besoin aussi, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de ce type d'indicateurs et de baromètres, parce que c'est uniquement, comme c'était souligné à partir de ces chiffres, qu'on sait aussi comment agir, qu'on sait voir où se situent les problèmes principaux, quels sont aussi les publics les plus fragilisés à l'intérieur de tous ces jeunes. Il y a aussi des publics qui sont particulièrement fragilisés, on l'avait mis en évidence à cette époque-là dans nos rapports. Donc pour le moment, je dirais on a de l'information partielle, malheureusement. Cette information partielle nous permet quand même de dire que la situation
est moins pire qu'à la période Covid, ce qui est un peu normal, puisque notre liberté de mouvement, on l'a retrouvée, on a retrouvé beaucoup plus d'autonomie, on a retrouvé beaucoup plus de relations. Donc tout ça aide évidemment à réparer cette période aiguë. Mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le côté de la route. Et là, on n'a pas de chiffres très précis. Quand j'ai évoqué dans le film « Où sont-ils, mes étudiants ?» Le problème des étudiants, c'est que quand ils ne viennent plus aux cours, ils ne viennent plus aux examens, on ne sait vraiment pas où ils sont. S'ils sont encore là au cours, on peut encore faire beaucoup de choses avec eux, mais une fois qu'il y a un décrochage, en fait, on perd totalement cet accès. Donc, pour le moment, que des chiffres partiels, malheureusement, par rapport à cette question. J'avais envie de redire un mot sur la stigmatisation de la santé mentale. Je pense que c'est un point extrêmement important. J'imagine que si vous êtes présent ici, c'est que vous êtes sensible à ces questions. Mais je pense qu'il y a encore un effort à faire au niveau de la société en général par rapport à cette stigmatisation. On reste encore dans une société dans laquelle il y a la santé physique d'un côté et la santé mentale de l'autre. On n'est pas encore dans la situation de certains pays comme le Royaume-Uni, par exemple, où vraiment les choses sont tout à fait différentes. Donc au Royaume-Uni, il est possible pour un responsable, par exemple un responsable politique, de dire je fais une pause parce que j'ai vécu une situation très difficile dans ma famille, il y a par exemple eu un suicide, ou moi-même j'ai des problèmes de santé mentale, je prends congé pendant quelques mois. Tout comme on dit à son boulot, je vais chez le médecin, je vais voir mon médecin, et en général quand on dit je vais voir quelqu'un, ça veut dire qu'on va voir un psy, parce que simplement prononcer le terme je vais voir un psy, ça reste encore extrêmement difficile. Et donc là je pense qu'il y a vraiment une question d'image à changer. Ça peut passer vraiment par toute une série de choses, mais notamment simplement en montrant en fait que c'est normal d'aller chez un psy. Et ça peut passer par des tas de choses, comme par exemple, même au niveau de films, de feuilletons à la télé, dire voilà, dans la vie des gens, il y a un espace qui est réservé aussi à une aide psychologique, et c'est tout à fait normal. Je pense que tout le monde a compris que quand on a une maladie grave, il y a des répercussions sur la santé mentale. Hein. C'est évident, évidemment, quand on nous annonce un diagnostic de cancer, ça crée de l'anxiété. Donc là, on voit ce lien immédiat. Mais ce qu'on oublie, en fait, c'est que la santé mentale affecte aussi la santé physique. Et donc, il y a toute une série de boucles qui se mettent en place. Quand vous êtes déprimé, vous n'avez pas envie de faire votre checking annuel au niveau cardiaque, par exemple. Vous n'avez pas envie d'aller voir la personne qui s'occupe de votre diabète. Et donc, en plus de votre dépression, vous allez vous mettre en danger par rapport à toute une série d'indicateurs de votre santé physique. Et donc, les choses vont vraiment dans les deux directions. Et pour prendre la mesure peut-être aussi de cette problématique, j'avais juste envie, très brièvement, de vous dire toutes les conséquences qui ont été identifiées. Au mois de mars, on avait organisé un colloque au Conseil supérieur de la santé qui était santé mentale en période de polycrise, et on avait analysé les impacts sur la santé mentale du Covid, mais aussi des problématiques climatiques, mais aussi des questions migratoires, mais aussi des questions sur la crise énergétique, sur l'incertitude par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple. Et donc, pour chaque volet, en fait, on avait détaillé les implications. Mais en introduction à ce symposium, un spécialiste britannique avait mis en évidence, mais qu'est-ce qui se passe dans une société où les besoins en santé mentale ne sont pas pris en compte, ne sont pas reconnus ou ne sont pas traités? Alors, premier effet, si ces problèmes de santé mentale ne sont pas reconnus ou pas traités, des problématiques au niveau de l'éducation. On l'a déjà évoqué, mais elles sont là. C'est-à-dire qu'on a moins de jeunes qui obtiennent leur diplôme, et donc on a moins de jeunes qui sortent sur le marché de l'emploi et qui vont pouvoir alors être actifs dans notre société. Donc il y a un premier enjeu essentiel, c'est qu'on perd effectivement de nombreux jeunes par rapport à leur diplôme. Ça veut dire aussi toute une série de problématiques en termes de ce qu'on appelle, nous, les comportements de santé, des jeunes qui ne vont pas bien et pour lesquels on ne reconnaît pas cette importance de la santé mentale, les problématiques d'addiction, les problématiques alimentaires augmentent, et ces problématiques sont très difficiles à prendre en charge. Évidemment aussi, par rapport au risque de précarité, on observe des augmentations dans tout ce qui va concerner alors des situations potentiellement criminelles, hein, d'actes de criminels qui augmentent, des comportements antisociaux, une augmentation des taux de suicide et d'automutilation. Donc on voit en fait que quand on ne fait rien, les indicateurs s'envole dans toute une série de directions. Et ce n'est pas seulement la santé mentale qui est concernée, c'est vraiment l'ensemble du fonctionnement de notre société qui est concerné. Et un exemple qu'on cite souvent
dans le domaine psychologique, c'est à une époque aux États-Unis, plus particulièrement en Californie, les autorités politiques avaient décidé en fait que les hôpitaux psychiatriques n'étaient plus nécessaires et qu'on pouvait ouvrir ces hôpitaux et laisser ces gens qui étaient dans des situations parfois graves, de problèmes psychotiques graves, dans les rues. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? En fait, c'est que ces gens étaient totalement désinsérés, donc ils ne pouvaient pas se réinsérer dans la société. Ils ont, en fait, sans surprise, dans ces situations de précarité, augmenté toute une série d'éléments en termes de délinquance pour avoir accès à de l'argent, et aussi dans des problématiques de consommation de drogue. Et donc, la situation actuelle aux États-Unis, la situation dramatique aux États-Unis, vous en avez entendu parler par rapport à la consommation de drogue, est en partie due à ce qui s'est passé dans les années 90 aux États-Unis, et dans certains États en particulier. On a totalement abandonné la problématique de la santé mentale, et on se retrouve maintenant avec des situations extrêmement graves et qui sont devenues totalement ingérables. Voilà un petit peu des points que je voulais mettre à l'attention. Et peut-être ensuite, je pourrais évoquer quelques réponses, mais peut-être qu'on peut continuer à tourner, mais j'ai quelques propositions aussi qui sont peut-être importantes ou intéressantes à développer. Je ne sais pas, chers collègues, si vous avez envie de rebondir là ou si on continue sur vos propositions, parce que je pense que... Oh, M. Kerkhoff. Très rapidement, vous avez invoqué je vais être très terre à terre et très pragmatique, mais vous avez invoqué un manque d'indicateurs. Vous avez dit qu'on a indiqué des indicateurs partiels. Si j'ai bien compris, vous avez des demandes par rapport à ça. Est-ce que vous pourriez les préciser en 2-3 minutes, hein, voilà, qu'est-ce que vous attendriez maintenant au niveau politique pour améliorer les indicateurs Donc ici, c'est assez simple, en fait. J'ai oublié de mentionner qu'avant 2021, une des collègues du groupe, en 2020, de l'Université de Liège, avait déjà lancé une première enquête. Donc, en fait, elle a lancé, au moment du premier confinement, une enquête. En 2021, on s'est parlé et on avait fait une demande à cette époque-là auprès du cabinet Glatigny, interuniversitaire, Liège, ULB, UC Louvain. Et donc, on a eu 2 phases de collecte de données en février et en juin. Je pense que la demande est claire, c'est avoir un baromètre permanent, en fait. C'est que sous la prochaine législature, il puisse avoir un véritable suivi, monitoring de la situation de la santé mentale des jeunes, parce que c'est le premier levier pour pouvoir entreprendre des actions efficaces. Donc, c'est une pérennisation de quelque chose qui s'est fait un peu en one-shot, d'abord université, puis plusieurs, mais qui n'a pas pu se poursuivre ensuite. Madame Chabert. Oui, mais juste un mot par rapport à ça. C'est vrai que la question des données, si c'est toi, Elena, qui l'a soulevée, c'était repris par le professeur Luminet. Depuis cette rentrée, mais c'est tout nouveau, mais ça va se développer. On a créé un observatoire du climat scolaire. Donc, au moins, ça se passe à l'école. Et donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est confier à cet observatoire qui est là pour notamment avoir des actions très concrètes dans les écoles pour lutter contre le harcèlement, qui crée aussi des problèmes de santé mentale très forts chez les jeunes. C'est une des raisons, souvent. Mais ce qu'on doit faire maintenant, c'est donner une mission à cet observatoire en matière de santé mentale, qu'ils monitorent, qu'ils aient des critères sur les questions de santé mentale. Par exemple, sur les certificats médicaux. Je crois que c'est toi aussi, Elena, qui en parlait du certificat médical. Vous êtes sous certif, vous disparaissez, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et c'est pas la même chose si tu t'es cassé une jambe ou si tu es dans une situation de dépression, d'anxiété, etc. Parce que c'est beaucoup plus difficile, compliqué, long, c'est pas le même accompagnement, etc. Donc, on doit avoir des outils et je me dis que tout ce qui est fait dans les écoles déjà par rapport à cette action qu'on veut avoir la plus structurelle et longue de lutte de prévention au harcèlement doit aussi se lier aux questions de santé mentale, ça c'est une chose. Et sur l'autre chose, vous parliez de la déstigmatisation. C'est vrai que c'est une question culturelle, mais on se base maintenant, nous, et au moins le Covid a amené ça. En effet, le Covid n'est pas la source des difficultés que vous traversez, de manière, vous êtes nombreux et nombreuses. Cela dit, le Covid a comme mis à jour cette question de la santé mentale, comme on ne peut plus faire comme si c'était une sous-question de la santé. C'est une question de santé comme l'OMS le définit. La définition de la santé de l'OMS met sur le même niveau les questions de santé mentale que de santé physique. Et donc, on progresse par rapport à ça. Après, oui, c'est des questions culturelles. C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, il y a moins ce côté... C'est de l'ordre du privé. La frontière entre le privé et le public est beaucoup plus poreuse. Et donc,
on peut parler de ça de manière très tranquille. Il y a beaucoup moins de tabous sur ce qu'on vit. Enfin, oui, sur plein de... C'est une autre culture, donc ça, on doit y travailler aussi. Oui, ça passe par l'exemple. C'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui a des responsabilités, dire « je me mets en retrait pour des questions de santé mentale », ça, ce serait, oui, un signal fort, mais ouais, c'est une bonne remarque. Merci. Monsieur Sandbrot. Oui, et on a très peu de données qui nous permettent de savoir un petit peu plus ce qui se passe en matière de décrochage. Moi, j'ai eu comme journaliste accès aux seules données des fameux 9 jours d'absence, mais c'est vraiment, ça ne veut presque rien dire. À l'échelle d'une année, 9 jours d'absence, c'est quand même très très peu. Au-delà, c'est impossible de savoir. 10 jours, 15 jours, 20 jours, tout à coup, on a plus de données. Pareil sur la question des élèves libres. Il y a des élèves libres en Fédération Wallonie-Bruxelles. Moi, j'aimerais bien connaître son nombre. Je ne sais pas à qui m'adresser, qui pourrait m'aider à trouver ces chiffres, mais je trouve que ça pourrait être éclairant quand même d'en savoir un petit peu plus à cet égard pour essayer d'avoir une vision un petit peu plus claire. Et si on peut croiser les données entre les certificats médicaux et ces données-là, d'élèves libres et de décrochage, je pense qu'on pourrait quand même cerner un peu mieux le problème et affiner nos politiques de soutien aux élèves en difficulté et en rupture scolaire. On a vu ce qui s'est passé avec Coraline. C'est une vraie galère parce que tant qu'on n'affinera pas notre processus de soutien à ces élèves-là, on ne fabriquera que des Coralines en puissance, quoi. Et donc, non seulement on n'a pas ces chiffres, mais une fois qu'on les aura, on ne pourra que constater le problème. Ça ne dira encore rien sur ce qu'il faudra dire. Moi, j'ai quand même vraiment fort constaté un certain embarras des professionnels du secteur jeunesse qui ne savent plus quoi faire avec ces jeunes-là, hein. On a quand même été invité avec Véronique Dethière, qui est ici dans la salle, avec qui on a quand même beaucoup travaillé ce sujet. Et donc, on est de plus en plus interpellé par des associations jeunesse qui nous demandent un petit peu notre avis sur ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est vous dire quand même l'embarras auquel nous sommes confrontés en tant que défenseurs de ce film. Ou ça, je dois dire, c'est une vraie découverte, hein. Pendant le tournage, j'ai quand même vu les choses évoluer, hein, depuis l'inquiétude des professionnels de la santé mentale qui s'inquiétaient des listes d'attente. À la fin du tournage, ils s'inquiétaient plus sur l'état de santé mentale de leurs collègues. De plus en plus, le cadre dans le secteur de la santé mentale, et principalement celui de la jeunesse, n'est plus rempli. Les gens s'en vont, les professionnels s'en vont, parce qu'ils sont confrontés à une problématique de plus en plus aiguë pour laquelle ils n'ont plus de réponse. Donc j'ai lu attentivement votre rapport. Moi, je trouve que c'est vraiment un travail remarquable que vous avez fait là. J'ai l'impression qu'il manque quand même une certaine notion de l'urgence que moi j'ai pu constater sur le terrain. Donc vraiment, vous dressez un inventaire assez ambitieux, hein, de ce qu'on pourrait mettre en œuvre comme recommandation. Mais néanmoins, vu la contagion et le pic qu'on connaît aujourd'hui, même si on soutient tous ces professionnels de la santé mentale, force est de constater qu'ils ne savent plus. Aujourd'hui, le secteur des AMO et de la prévention ne fait plus que de l'urgence. Donc sortir de cette urgence, ça va être vraiment, je pense, l'enjeu, le défi de cette prochaine législature, rendre les lettres de noblesse à la prévention. Je pense que le professeur Luminet pourrait nous en dire beaucoup sur l'importance de la prévention. Une prévention qui aujourd'hui n'est plus possible sur ce terrain. Quand l'AMO est en train de gérer des colis alimentaires, elle ne fait plus de prévention. Et c'est le cas de beaucoup d'AMO qui sont complètement désemparés du rôle qui petit à petit commence à se métamorphoser et qui n'est plus le rôle tel qu'il est fixé par leur décret. Et donc j'entends par exemple un fort jeune qui nous invite à une matinée de réflexion pour essayer de retrouver un peu d'autres... De faire appel finalement à l'intelligence collective pour essayer de retrouver des solutions de véritable soutien. Donc ça veut dire que les modes d'emploi qu'ils utilisaient par le passé ne fonctionnent plus aujourd'hui avec cette nouvelle jeunesse qui est la génération qu'on connaît aujourd'hui et pour laquelle il va falloir vraiment réinventer et réinterroger nos pratiques. Et puis moi j'aime beaucoup quand Coraline parlait du rapport adulte-jeune. Je pense que on a assisté avec Véronique à une séance en mini-groupe
du côté d'Eway. C'était assez fascinant de constater le gouffre qui s'est révélé après cette projection, parce que le film a cette tendance assez intéressante de libérer la parole. Et donc en sous-groupe, ces profs qui sont complètement minorisés par les élèves qui tout à coup prennent la parole, s'expriment et disent, comme ça il a aussi exprimé, mais en fait on a envie d'être entendu. Et je crois qu'aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a vraiment de plus en plus d'écoles qui essayent de réinventer ces pratiques-là, mais je pense qu'il y en a encore trop qui sont sourdes et qui sont encore forts dans des espèces de positions d'autorité qui n'aident pas les jeunes qu'on a ici parmi nous aujourd'hui. Merci, professeur Luminet. Mais donc peut-être aussi parler de solutions, effectivement, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et je dirais ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que c'est quelque chose sur lequel on a une prise. Par rapport à d'autres problématiques actuelles, on n'a pas de prise, mais sur cette question de la santé mentale, on en a une. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que je pense que le politique a pris conscience des problèmes, mais toujours dans la partie aiguë, en fait. Donc il y a eu des investissements qui ont été réalisés, il y a eu des budgets qui ont été dégagés pour l'engagement de psychologues à différents niveaux d'intervention, mais c'est la prévention tertiaire, en fait. C'est le moment où, en fait, les gens vont déjà mal. Et ce qu'il faut absolument comprendre dans la prochaine législature, c'est qu'investir dans la prévention primaire, c'est essentiel. Et la prévention primaire, c'est des gens qui vont bien aujourd'hui, en fait. Mais c'est des gens qui risquent d'aller mal demain. Et là, l'école a un rôle essentiel. Je pense que là, vraiment, on a le levier idéal, c'est-à-dire ouvrir à l'école plusieurs choses. D'abord, je pense, une formation minimale des enseignants à détecter les problèmes de santé mentale parmi leurs élèves. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire parce qu'ils sont souvent désemparés, ils voient des signes, ils remarquent des choses, mais ils ne savent pas très bien quoi faire. Donc, leur ouvrir les yeux par rapport à cette première détection, sans leur mettre trop de responsabilité non plus, parce que je veux dire, ils restent enseignants avant tout, mais s'ils sont déjà plus alertes à certains signes, ils vont pouvoir, alors à ce moment-là, mettre en action le centre PMS, que les écoles aient aussi une liste d'intervenants dans la commune qui peuvent être consultés, ça me paraît très important. Mais autre chose qui me semble essentielle, c'est faire entrer à l'école aussi des professionnels spécialistes de ces questions de prévention primaire pour ouvrir ces espaces de parole. Parce que comme Pierre l'a dit, déjà une vertu de son film, c'est la parole qui se libère en fait. Et déjà ça en tant que tel, ça a une vertu thérapeutique. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui sont dans la difficulté. Ah, je vois que d'autres copains sont dans cette difficulté. Et là, il y a toute une série de dynamiques qui se mettent en place sans que les professionnels ne doivent nécessairement jouer, mais c'est lancer cette impulsion, donc avoir chaque année dans les écoles en fait, des moments où chaque classe va avoir quelques heures avec ce professionnel, dans lesquels on va dire, mais qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Dites ce qui vous fait peur, et Dieu sait s'il y a des choses qui doivent faire peur aux jeunes aujourd'hui. Ben déjà ça va les aider à avoir une certaine prise et à pouvoir avoir une certaine maîtrise de leur anxiété et sortir parfois de cette espèce de sidération dans laquelle ils sont. Et donc ça me paraît deux éléments assez faciles à mettre en place, qui ne sont en termes budgétaires pas extrêmement coûteux, mais qui vont vraiment avoir un impact sur le moyen et le long terme. Et on voit par exemple dans les pays scandinaves s'en sortent très bien, en partie aussi parce que le bien-être est intégré dans les politiques d'éducation et les politiques scolaires. C'est vraiment un point central qui chez nous est malheureusement négligé. C'était dit dans le film, la première chose qui était dite après la crise Covid, c'est rattrapons les retards d'apprentissage. Alors effectivement, il y avait des retards d'apprentissage, mais en mettant la pression tellement là-dessus, on a négligé alors ces aspects de prévention. Prévention primaire, pour moi, c'est vraiment un élément essentiel auquel on ne pense pas assez. C'est ces jeunes qui aujourd'hui vont bien, en fait, paradoxalement. Mais si on ne fait rien, ils vont s'ajouter à la liste de tous ceux qui ne vont pas bien. Et à un moment donné, on ne saura plus par où endiguer la problématique, parce qu'il faut continuer à investir au niveau tertiaire, évidemment. On ne va pas arrêter d'aider des jeunes qui vont très mal, mais en plus, il faut absolument réaccrocher ceux qui sont un petit peu, pour le moment, dans une situation un petit peu tangente et qui pourraient évoluer vers vraiment une problématique de santé mentale à l'avenir. Juste un mot par rapport à ça, parce que vous parlez en effet de la formation des enseignants, c'était une de nos recommandations dans le rapport, etc. Mais moi, j'entends aussi, l'école, ça doit être un lieu de vie, un lieu de parole, un lieu d'échange, un lieu aussi plus de convivialité et d'informel. Et en fait, la journée, c'est pas que la classe où vous êtes assis sur votre chaise et vous êtes plusieurs, mais toutes, je crois, Coco, enfin oui, les trois, avoir parlé des éducateurs. En fait, le lien que vous avez eu avec l'école, et quand on t'a posé la question, tu as dit, mais en fait, c'est une éducatrice, toi aussi, Coco, t'en as parlé. En fait, je crois aussi que
la prévention primaire, elle passe par une communauté scolaire où on ne peut pas tout mettre sur les enseignants qui, comme Coco l'a dit, ils ont un job, c'est déjà pas simple, etc. C'est aussi toute la communauté scolaire et je pense très très fort à tous ces temps soi-disant informels qui sont de l'éducation non formelle, on appelle ça, et qui sont complètement sous-investis. Sous-valorisé, alors que là, il y a un lieu vraiment important où il y a plus de confiance souvent, on est un peu plus détendu, on n'est pas dans le stress de la note, de tout ça, et où c'est aussi tous ces temps-là avec les extrascolaires, avec les éducateurs qui font souvent dans beaucoup d'écoles, quand il y a des dynamiques collectives, plus de paroles communautaires, ça vient souvent des équipes d'éducateurs en fait. Et donc je pense que c'est aussi tout ce projet-là avec l'ensemble de la communauté et pas que les enseignants. Sur la question de la prévention primaire qui est vraiment super important et surtout de faire rentrer des extérieurs à l'école, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Certaines écoles jouent le jeu vraiment et vont chercher des gens, que ce soit des acteurs de la santé, de la culture, du sport et d'autres moins. Et c'est, je pense, cette ouverture de l'école et un truc plus horizontal en fait qui va permettre de faire cette prévention primaire. Réagir sur le fait qu'il faut aussi faire aussi de la prévention par rapport aux parents, parce que je pense qu'un des problèmes, c'est qu'il y a une pression en fait. Quand on dit tout d'un coup, on va faire moins d'enseignement des matières fondamentales pour justement s'ouvrir à des questions de santé mentale, il peut y avoir une pression très forte sur les directeurs d'école qui doivent aussi savoir comment répondre à ça et expliquer pourquoi c'est important. Donc je pense qu'il y a un retour aussi vers les parents pour qu'il y ait une meilleure acceptabilité de ce changement. Et de la maternelle. Oui, sur la prévention primaire, lors de cette projection à Ewa, il y avait 80 élèves, plus ou moins. On a posé la question de savoir qui se sentait en situation de stress à l'école. Toutes les mains se sont levées. Donc Véronique et moi étions vraiment très très étonnés. On a posé la question en inverse pour être certain d'avoir bien vu toutes ces mains se lever. Et 3 élèves seulement se sont déclarés OK à l'école. Donc c'est ça en fait. C'est ces 80 mains qui se sont levées pour lesquelles moi je suis très inquiet parce que ce sont possiblement des élèves qui aujourd'hui sont stressés et qui demain peuvent vraiment glisser. Je vous invite vraiment à découvrir l'étude que l'Institut de santé publique de l'ULB a publiée. C'est une étude européenne, HBSC, sur notamment la question du stress scolaire et du climat scolaire. C'est monté en flèche. Depuis 2010, entre 1995 et 2010, le stress à l'école était déjà élevé, 26%. Puis depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, il a doublé. On a aujourd'hui 55% de nos élèves qui se déclarent être stressés. Ça monte à 64% chez les filles. Pareil, sur les questions où c'est une enquête qualitative, c'est quand même 13 000 élèves, je pense, qui ont été consultés. Donc c'est vraiment un gros boulot qu'ils ont fait là. Mais sur la question du climat scolaire, comment se sentent-ils à l'école, les chiffres sont aussi épouvantables. Donc il y a vraiment, je pense, là, pour le coup, c'est pas une question de moyens. Je pense que c'est vraiment de nouveau réinterroger nos pratiques. Qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur de notre école? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Pourquoi nous sommes accueillis à bras ouverts en haute école et université? Pourquoi nous sommes accueillis à bras ouverts dans tout le secteur jeunesse qui n'arrête pas de nous inviter? On ne sait plus où donner de la tête, c'est très chouette, mais par contre, il y a un domaine où on n'arrive pas à aller. Moi, j'aimerais bien que ça, il raconte d'ailleurs son expérience personnelle à ce sujet-là, c'est les écoles secondaires. On a fait 3 projections. 3 projections. Et Sai, moi je propose quand même que tu racontes, tu as voulu aller le projeter dans ton école. Vas-y. Alors, j'ai voulu l'année passée aller projeter le film et qu'on aille parler dans mon ancienne école secondaire. Bon, du coup, j'ai appelé l'école. J'ai parlé au directeur par téléphone. Il m'a dit « Oh, c'est une bonne idée. Envoie-moi un mail avec le descriptif du projet. » J'ai envoyé le mail. Il m'a dit « Oh, on doit y réfléchir. C'est peut-être faisable. » Il me dit « Envoie-moi quand même le lien pour que je puisse prévoir le film pour voir si ça pourrait être adéquat. » Je lui ai envoyé le lien du film. Il a vu le film. Je n'ai plus jamais eu aucune réponse. Et voilà.
Mais j'abandonne pas, hein, vraiment. S'il le faut, j'irai défoncer les portes. J'irai mettre ce film dans cette école parce que cette école m'a fait du mal et je veux que d'autres puissent parler plus vite que moi je n'ai parlé. Eh bien, oui, c'est un beau combat. Je pense qu'on peut peut-être chacun de notre côté aussi en parler dans les directions qu'on connaît, les collègues, enfin les enseignants. Je crois vraiment que oui, ça ferait probablement du bien aux écoles de prendre conscience de tout ce que vous nous amenez ici comme témoignage. Je pense aussi qu'on aura un fameux travail à faire. On a fait une réforme du rythme scolaire annuel. On doit travailler sur la réforme des rythmes scolaires journaliers. C'est un parrain de ces biais-là aussi qu'on pourrait rentrer pas mal de façons de réformer, de changer le milieu scolaire et le sens qu'on donne au travail au niveau des professionnels, mais aussi la place qu'on donne aux jeunes. Et je crois qu'il faudra vraiment travailler avec eux aussi. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un souhaite encore prendre la parole ou si nous pouvons tout doucement aboutir à une conclusion qui n'en est pas une, que le travail est devant nous et que nous devons nous y atteler. Monsieur Luminet, je vous en prie. Non, je voulais juste très brièvement vous remercier, mais aussi peut-être dire deux choses. Je pense qu'en tant que parlementaire, vous avez peut-être une mission dans vos propres partis aussi, pour déstigmatiser la santé mentale, parce que ça se passe à tous les niveaux. Hein. C'est vraiment dans tous les niveaux de notre société que je constate une ouverture, mais aussi encore une grande fermeture. Et donc, expliquer et convaincre pourquoi c'est important, et peut-être par différents arguments, parce qu'il y a différents arguments qui peuvent plus ou moins toucher, je pense que c'est vraiment très important. Donc, je pense que vous avez une mission aussi chacun à ce que ça devienne vraiment un problème sociétal qui transcende un petit peu nos idéologies. Et l'autre élément que je voulais rappeler de nouveau, c'est que nous avons une prise sur cette question-là. Il y a des crises dramatiques comme la crise climatique où une des difficultés, c'est qu'on a peu de prise. En fait, on sent parfois des difficultés à contrôler ce qui se passe. Ici, par rapport à ces problématiques, tous les instruments sont là et tout est entre nos mains. Et de nouveau aussi, par rapport à la question budgétaire, c'est pas non plus des budgets immenses. En fait, des études en économie de la santé montrent chaque euro investi dans la santé mentale, ce que ça rapporte pour une société à terme, en fait. Et donc, là, il y a aussi, pour moi, une interrogation sur le fait que ces investissements ne sont pas non plus démesurés, mais ils vont avoir des impacts extrêmement forts sur le bien-être de ces jeunes, mais sur notre société en général aussi. Merci, professeur. Je pense qu'on peut prendre cela comme le mot de la fin pour notre matinée. Merci beaucoup pour ce film. Merci aux trois jeunes qui nous ont apporté leur témoignage. Je pense que nous avons appris pas mal de choses aujourd'hui et que nous allons rentrer chez nous avec un message à pouvoir continuer à poursuivre, à communiquer autour de nous. Alors pour ça aussi, merci. Et belle fin de jour, enfin bel après-midi à chacun et chacune.